Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon opinion sur les unités du codex Drukhari maintenant qu'on a eu les points qui ont été communiqués en avance aux influenceurs partenaires de Games Workshop, et on terminera avec une idée de liste pour chacun des détachements du codex Drukhari pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait proposer, quels sont les combos intéressants et ce genre de choses. Alors, au niveau des unités, on a Dame Malice, Lady Malice, donc ces points, c'est en fait 100 points pour un personnage qui cogne assez fort, qui donne touche soutenue et touche fatale, ou touche fatale à son unité pour un pion de souffrance, et qui a une aura autour d'elle à 12 pouces, qui fait que tous les stratagèmes coûtent 1 PC de plus. Ça, c'est une règle qui est extrêmement forte. Vous collez Lady Malice sur un objectif quelque part, probablement avec une unité de main de l'archonte qui tank déjà pas mal du tout. Elle a un insensible à 5 si on essaie de la cibler elle-même ou pour résister à quelques blessures mortelles, et vous la mettez à peu près au milieu du terrain, derrière une ruine bien cachée, avec une unité en contre-attaque derrière. L'adversaire n'ose probablement pas trop y aller pour pas se prendre la sauce, et en attendant, dès qu'il veut faire quelque chose dans cette zone-là de la table, il se prend un +1 PC sur tous les coups. Rien que ça et son potentiel de dégâts si jamais l'adversaire tente d'ignorer l'unité, je pense que ça la place en S tier, je la classe au plus haut, vous connaissez ce classement, c'est S, puis A, puis B, puis C, puis D, S étant le meilleur et D le moins bon. Pour moi, elle est dans les meilleures unités du codex. À 100 points, vous avez un archonte qui tape mieux, qui donne un très bon buff. Ça marche aussi très bien sur des incubes, si vous voulez la mettre sur des incubes pour une portée de menace potentielle. Si vous voulez l'utiliser en pièce de violence, vous la faites charger avec des incubes qui auront du coup touche fatale ou touche soutenue, et dès que l'adversaire essaie de frapper en mourant, de se mettre une armure de mépris, etc., tout ça c'est 2 points de commandement, de faire une intervention héroïque, ce genre de choses. Donc excellente pièce, c'est la règle du +1 PC sur les prix des stratagèmes adverses, c'est juste exceptionnel dans le jeu actuel, et donc pour moi c'est une des meilleures unités du codex. L'archonte, lui, reste à 80 points, alors il n'a plus du coup cet effet d'augmenter les coups en points des stratagèmes. Par contre, de son côté, il permet d'avoir un stratagème à -1 point de commandement, comme un capitaine Space Marine. Il permet aussi de donner la relance des touches pour un pion de souffrance à l'unité qu'il mène, et en plus, il permet d'enlever l'ébranlement d'une unité au début de n'importe quelle phase, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un stratagème, si vous avez besoin de partir d'un corps à corps, si vous avez besoin de pas faire de fuite désespérée, ce genre de choses, eh bien vous pouvez le faire grâce à l'archonte. Ça n'est qu'une fois par bataille, mais ça marche très bien. Il a toujours son invulna 2 qui peut être odieuse pour l'adversaire comme elle peut être horrible pour vous si vous la ratez direct, et au corps à corps il peut quand même taper de manière très raisonnable, surtout si vous le mettez avec des incubes. Dans ce cas là vous lui mettez plutôt l'épée énergétique qui va gagner de base avec le piège des âmes, +1 en force, +1 attaque, donc s'ils attaquent force 5 PA-2 dégâts 2, il tape comme 2 incubes à lui tout seul, et il bénéficiera potentiellement aussi des blessures dévastatrices des incubes contre l'infanterie, ce qui peut être très très efficace. Sinon vous lui mettez la lame qui fait dégâts 3, mais en règle générale je pense que dans un pack d'incubes vous avez meilleur temps à lui mettre l'épée énergétique. C'est un très bon personnage avec de très bonnes règles. Pour moi je le mets en A. Il va être dans quasiment toutes les listes juste pour le -1 PC, mais c'est pas une brute, il tape pas incroyablement fort, il buff pas de manière hallucinante, la relance des touches c'est bien, mais c'est ce qu'on avait 2 séries avec un pion de souffrance sur toutes les unités, donc en fait il permet juste de rattraper la perte de stabilité qu'on a eu dans ce codex. En échange, il vous permet d'avoir une unité qui est beaucoup plus facile à modifier grâce à des stratagèmes. Pour moi, il est en A, à la limite du S, mais pas en S parce que il est plutôt moins efficace que ce qu'il était avant, globalement quand même, puisque la moitié de son rôle de vect, d'augmentation des coups de PC a été transféré à un autre perso, et en plus, quand vous dépensez un pion de souffrance sur lui, c'est plus relance des touches et des blessures, c'est juste relance des touches pour le même coup en points, ce qui fait qu'à mon sens, il est quand même un peu moins bon qu'avant. On a ensuite la succube qui coûte maintenant 50 points, donc +5 par rapport à l'index. Elle donne toujours ses touches soutenues, elle a maintenant pour elle-même une relance des touches et des blessures quand elle attaque une unité personnage, et en plus elle donne des CP, ce qui peut être intéressant en fonction du match que vous affrontez, et elle donne la relance des avances et la relance des charges à son unité de Seraph. Enfin, soit la relance des avances, soit la relance des charges pour un point de souffrance, donc si vous voulez faire les deux, il faut 2 points de souffrance. Elle tape quand même raisonnablement bien en anti-infanterie 3+, maintenant elle est que dégâts 1, il y a des détachements où on peut l'améliorer un peu, globalement ça reste plutôt un tueur de petite infanterie, éventuellement de Space Marines avec les Serastes, mais ça va pas aller dégommer des packs de Custodes et des choses comme ça, difficilement, même avec beaucoup de saturation, et les Serastes. Personnellement, je la mets en B, parce que c'est un personnage qui résiste pas à grand chose, c'est un personnage missile, et donc à +5 points
pour ce qu'elle fait. En fait, ils ont augmenté un peu sa létalité à elle, mais ils ne lui ont pas donné vraiment de buff pour son escouade qui ne coûte pas de pion de souffrance. Je rappelle qu'avant, avec le pion de souffrance, vous relanciez toutes les touches et elle avait déjà touche soutenue. Ce qui fait que c'était un touche soutenu relançable, on pouvait aller pêcher quelques 6 en fonction de ce sur quoi on tapait. Là, maintenant, vous pouvez plus faire ça parce que vous n'avez pas la relance des touches sur l'unité qu'elle va mener. La relance des charges et des avances, c'est bien, mais en Drukhari, vous tentez rarement des charges un peu aléatoires où vous n'êtes pas sûr de les réussir, donc c'est bien de les stabiliser, mais globalement, si vous tentez une charge à 9 avec les Drukhari, c'est que vous êtes soit hyper exposé et que si vous ratez, vous allez mourir, donc votre plan de jeu, il est pas bon, soit vous avez vraiment pas de chance au dé, ce qui peut arriver aussi. Globalement, c'est pas un mauvais personnage, elle peut taper un peu, mais ça reste 50 points de plus sur un pack de Seras qui est déjà à 90, pour pas forcément les booster tant que ça en termes de dégâts et de volume. Si vous avisez une unité mal protégée avec un personnage dedans et que vous voulez l'utiliser pour générer un PC, pourquoi pas, en allant utiliser précision et la relance des touches et des blessures contre le personnage, mais sachez que voilà, l'ennemi, dès qu'il a une sauvegarde, une invulnérable à 4, vous ne le tuerez pas, et même avec la relance des touches et des blessures, il mourra pas, hein, vous êtes dégâts 1, donc pour un peu qui est même un insensible à la douleur, c'est plié, et puis vous le tuez pas. Donc, bon, c'est un petit missile qui situationnellement va être utile, mais ça fait pas partie pour moi des meilleurs personnages du bouquin pour l'instant. Maintenant, à tester sur table, il y a probablement des matchs dans lesquels elle est odieuse, parce que elle fonce sur votre pack, elle dégomme le perso, vous n'avez plus de bonus pour votre unité pour le reste de la partie. Contre les armées qui dépendent vraiment de leur perso pour se buffer, elle peut être pénible, surtout quand ce sont des petits persos type Kuljin Stealer ou Necron, des choses comme ça, où ça tank pas forcément à fond, mais vous irez pas sniper des capitaines Space Marine avec cette succube. L'Hémoncule, alors lui il coûte plus 10 points par rapport au codex, il est bien à 70 points, maintenant il ne donne plus non plus son insensible à 4, à la place, il vous fait gagner un pion de souffrance sur 4+, mais si vous avez plusieurs hémoncules, c'est toujours qu'un seul pion de souffrance que vous gagnez, vous pouvez pas le faire pour chacun des hémoncules, et il a une aura qui fait des tests d'ébranlement à -1 dans la phase de commandement adverse à 6 pouces, et ça, par contre, c'est exceptionnel parce que c'est vous qui avez le contrôle. Vous amenez un Raider ou un Venom avec des Gorgones et un Hémoncule dedans, vous posez vos gars derrière un mur à 6 pouces de l'adversaire, et à la phase de commandement adverse, même si vous lui avez pas repris son objectif, il fait un test de commandement et potentiellement il perd son objectif. Et vous n'avez sacrifié que un petit pack, voire même un gros pack de Gorgones avec l'Hémoncule que l'adversaire va vraiment galérer à tuer, parce que c'est 2 PV, s'il les tue pas en un coup, vous en ramenez des 3+1 à votre prochaine phase de commandement, s'il va au corps à corps contre vous, vous avez beaucoup de répondants avec des armes anti-infanterie 4+, sur les Gorgones, en plus il peut surprendre, en termes de dégâts, il est potentiellement plus létal qu'une succube, il touche à 2, en anti-infanterie 2+, précision, alors il est que PA-1, mais il est dégâts D3, donc en fait, si vous arrivez à faire rater à l'adversaire 3 sauvegardes, vous allez probablement faire plus de dégâts qu'une succube. Donc il cogne quand même pas ridiculement du tout. C'est un très bon personnage. Pour moi, il est en A. C'est un des meilleurs du codex. Et il n'y a pas beaucoup de listes où je ne rentrerai pas au moins 5 Gorgones et un Hémoncule, juste pour ce petit plan de... Ok, j'ai rien d'autre à te sacrifier, je peux pas vraiment te reprendre l'objectif, par contre je peux faire en sorte que tu l'aies pas quand même, et ça c'est quand même vraiment pratique pour essayer de péter un peu le plan de jeu adverse. On a ensuite Drazar, il coûte 85 points, c'est le même prix qu'en index, pour un profil d'attaque légèrement modifié, vous avez maintenant blessure dévastatrice partout, vous avez gagné une attaque sur son profil qui a plus d'attaque, par contre vous avez perdu le jumelé, ce qui fait que, lui relance les blessures, mais seulement sur des unités qui sont sous leur demi-force, et il relance ses propres touches contre une unité qui est abîmée. Le problème, c'est qu'il ne donne pas ça à son unité, et donc vos incubes, même menés par Drazar, ne relanceront jamais les touches. Vous allez juste avoir un +1 pour blesser si vous avez utilisé un pion de souffrance. Vous avez quand même en échange la consolidation à 6 pouces, ce qui en Drukhari est très utile pour revenir sur un objectif et vous faire absorber par un Venom, ou pour aller consolider dans une autre unité adverse, ou pour aller consolider sur l'objectif adverse à travers un cordon et obliger l'adversaire à vous détruire, et en plus il score peut-être pas son objectif. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec ça qui sont très bons. Maintenant, avant il était mieux, il n'y a pas de discussion, puisqu'avant le +1 pour blesser il était tout le temps, et avec le pion de souffrance vous aviez la relance des touches. Donc là pour le même coup en point, vous ne relancez plus les touches, quand vous dépensez un pion de souffrance en tout cas, vous avez toujours le +1 pour blesser, mais vous ne relancez plus les touches, vous relancez que avec lui sur une unité déjà abîmée, et c'est pas top, ça reste très bien, il a un très bon profil d'attaque, mais
c'est pas incroyable. Et en plus, il n'a pas le mot-clé incube ou le mot-clé Clevex, ce qui fait que quand vous utilisez les jetons de sanctuaire des incubes qui vous permettent de faire un 6 auto, eh bien vous ne pouvez pas les utiliser pour faire des blessures dévastatrices de Drazar, parce que la règle précise bien qu'il faut faire ça sur une unité, enfin sur une figurine, incube ou Clevex, ce qu'il n'est pas. Et donc vous pouvez pas faire 6 blessures dévastatrices auto comme je l'avais écrit, comme je l'avais dit dans ma review du codex. À la place, eh bien vous allez devoir faire 4 BM avec les attaques des incubes, et lui vous allez vraiment devoir aller chercher les 6 pour ses blessures à lui. Bon, c'est le genre de petit truc qui fait que à chaque fois les Eldar ont les mêmes règles, mais en mieux que celles des Drukhari. Ça reste quand même un très bon personnage, je le mets en A. Il aurait été en S s'il avait la relance des touches comme auparavant. Il était quasiment inclus dans toutes les listes. Bon, bah là, il va toujours être très bon, il va toujours découper, il fait toujours peur, mais il est moins stable. Hein. Vous touchez peut-être à 2, mais il donne pas la relance à ses incubes, donc fatalement, il est moins efficace qu'avant. L'élite Esperax, elle n'a pas bougé en prix et n'a pas bougé en profil. Elle fait exactement la même chose. Elle aussi perd la relance des touches. Elle était incroyable quand vous la passiez à 12 attaques, touche à 2, touche soutenue 2, donc vous décidiez de relancer l'intégralité du jet, tout ce qui n'avait pas fait 6, vous relanciez. En général, vous faisiez 16, 18 touches, bon j'exagère, entre 14, ouais si c'est ça, 16 ou 18 touches, anti-infanterie 2+, donc vous blessiez même des custos sur du 2+, avec précision vous snappiez des persos, bref, AP à -2, voire -3 si vous étiez accompagné par une unité de Seras, vous dégommiez à peu près n'importe quoi avec elle toute seule, et les Seras c'était du bonus. Maintenant, vous n'avez plus la relance des touches, ça reste quand même une mule, ça reste quand même un truc qui défonce tout en termes de volume et de saturation, et elle donne toujours de très bons bonus au Serast. Pour moi, il est toujours en S, c'est toujours un personnage qu'on verra, je pense, dans toutes les listes Drukhari. Je vois pas, même dans les détachements coterie, je vois pas pourquoi on prendrait pas l'élite avec des Serast, soit 5 dans un Venom, soit 5 coupés en 2 par un Venom, soit 10 dans un Raider, elle est juste beaucoup trop forte, beaucoup trop de portée de menace, surtout que maintenant du coup elle gagne avant ses charges si elle est avec des Seras pour un pion de souffrance en phase de charge, donc elle va juste tout dégommer, on va continuer à la jouer systématiquement. En parlant justement des Serast, elles ont pris plus 10 points, elles sont en fait maintenant à 90, elles ont maintenant la capacité d'avancer et charger, et elles ont toujours leur règle précédente, elles n'ont plus par contre la capacité de relancer les touches. Par contre elles ont chacune gagné une attaque, et vous avez 3 armes de gladiatrices qui vous permettent quand même de faire des attaques de force 4 PA-2 au lieu de force 3 PA-1, et vous avez une arme énergétique sur le chef de l'escouade, qui va en plus être anti-infanterie 3+, donc un petit peu mieux blessé, ça reste du dégât 1 quand même. Vous la mettez systématiquement avec l'élite, ou alors vous les jouez en écran, vous les faites débarquer à 6 pouces d'un raider, elles bougent à 8, elles advance peut-être avec une relance d'advance si c'est pourri, et ensuite elles chargent, ou vous les laissez juste en cordon pour aller boucher l'adversaire et vous assurer que l'adversaire ne sorte pas de chez lui au premier tour, pendant que vous vous positionnez correctement sur la table, que vous bouchez les lignes de vue, et que vous prenez vous l'avantage de la partie, si vous êtes en tout cas joueur 1. C'est toujours une très bonne ligne, c'est une très bonne unité. Maintenant, ça reste du dégât 1 en PA-1. Si vous n'avez pas l'élite avec eux, et ça tue rien. Hein. La PA-1 et la force 3, vous tapez contre du Space Marines, vous allez lui balancer 40 attaques, en fait il va se mettre une armure de mépris, vous allez le blesser à 5, vous relancez rien, et il va perdre 3 Marines. Donc c'est vraiment pas terrible. Par contre, contre plein d'autres armées, vous allez les dépecer, mais sur le profil standard contre lequel on compare, c'est en général des Space Marines, elles rebondissent salement si vous ne leur donnez pas un personnage avec, que ça soit surtout l'élite, mais ça peut être aussi une succube. Donc, faut pas les voir comme des pièces de dégâts, faut les voir comme des pièces qui vont charger avec leur OC2, mouliner suffisamment d'ennemis pour que le retour soit pas trop violent et qu'elles contestent toujours l'objectif et elles mourront au tour d'après si l'adversaire arrive à se désengager. En attendant, est-ce qu'il a envie de se désengager parce qu'il fait un test de fuite désespéré, donc il est peut-être coincé. C'est à ça qu'elles servent, c'est de l'alpha strike, vous les lancez devant dès les premiers tours, vous bloquez une unité un peu cruciale ennemie et vous l'empêchez de se désengager, ou s'il se désengage, il risque de perdre des figurines gratos, et après de toute façon vous savez que ce pack est mort. Donc soit vous la jouez avec l'élite pour vraiment faire du dégât, soit vous les jouez tout seul, et c'est pour ça que pour moi la succube booste pas assez leur létalité pour que ça vaille le coup, ça rajoute juste des points pour pas vraiment augmenter les dégâts, ça stabilise juste leur capacité d'avancer charge.
C'est pourquoi je les mets en B. C'est une bonne ligne, ils sont très bien, très corrects. Un B c'est la moyenne, ça veut pas dire que c'est pas bien. S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bien, C c'est pas top et D c'est pourri. Voilà, c'est comme ça que je vois le classement. Donc en B c'est bien, c'est jouable, on peut en mettre, on peut s'en passer. Ce sont de bonnes unités. Les guerriers des cabales, eux, sont à 115 points, soit plus 15 par rapport au prix de l'index. Ils ont toujours leur sticky objectif, mais ne le donnent plus automatiquement au véhicule, ce qui fait que le sticky ne marche plus avec le Venom, ça ne marche plus qu'avec le Raider. Par contre, pour un pion de souffrance, ils relancent les 1 pour blesser, ou toutes les blessures s'ils tirent sur un objectif. Et ça fait toute la différence, parce que quand vous avez un archonte, vous relancez du coup les touches et les blessures, et donc soudainement, vous êtes beaucoup plus stable avec votre lance des ténèbres, avec votre canon éclateur, avec votre blaster, avec votre shredder même pour blesser, et même avec vos armes anti-infanterie 3+, et ben un 3+, en full relance, ou même un 3+, en relance des 1, et bien c'est très stable et très efficace. Vous avez en plus smoke, donc fumée, et grenade comme mot-clé. Quand vous prenez le bon item, prenez pas la bannière, ça donne +1 à l'OC du porteur. Donc ça vous fait juste une figurine qui a OC3. Il y a plein de cas où ça vaut pas du tout le coup, sauf si vous voulez faire un mini pack OC6 dans un Venom. Mais sinon globalement vous prenez le mot-clé fumée et grenade, ce qui fait que même si vous n'avez pas pu vous recacher, -1 pour être touché potentiellement gratos avec un archonte dans l'unité, bah c'est pas ridicule non plus. Donc c'est une bonne ligne, c'est une bonne unité. Je pense qu'elle mérite ses plus 15 points pour le gain de la relance des blessures. Je pense que ça c'est très bien par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc je les mets en A. Pour moi ce sont les meilleurs, on va dire une des meilleures lignes du codex. Ils sont bons, ils sont au C2, ils sont mobiles, ils embarquent bien, ils se découpent bien. Vous pouvez les jouer dans toutes les configurations. Vous pouvez vous faire un pack full anti-infanterie où vous prenez pas les armes lourdes. Vous pouvez vous faire le couper en deux avec un pack full arme lourde dans un Venom et un pack à pied hors du Venom. Il y a plein de trucs rigolos à faire et je pense qu'ils sont jouables dans tous les détachements aussi, que ça soit pour tenir un objet, pour contester un objet ou voire même pour faire un peu de dégâts. On a ensuite les Gorgones qui elles vont coûter 70 points les 5, donc ça c'est plus 15 points par rapport à l'index, 110 points les 8, on pouvait pas les jouer par 8 avant. Si vous vous demandez pourquoi les jouer par 8, c'est parce que vous pouvez utiliser des torses de Gorgones et les mettre comme pilote de Raider, et donc ils vous donnent la possibilité de quand même jouer votre unité si vous en avez utilisé 2 pour bidouiller un Raider. Donc vous les jouez par 5, par 8 ou par 10. En vrai, sur la table, il y a peu de raisons de les jouer par 8, sauf s'il vous manque 30 points. Et dans ce cas-là, vous rentrez une amélioration au lieu de jouer 2 Gorgones de plus. Et ensuite, vous pouvez les jouer par 10 à 140, ce qui vous fait plus 30 points par rapport à l'index. Ce sont d'excellentes lignes, c'est vraiment une très bonne unité. Déjà, elle force les tests d'ébranlement quand elle tire et quand elle tape, ce qui fait que vous avez une chance de double ébranler une unité quand vous les tirez dessus et quand vous la tapez. Et en plus, ils vont quand même pouvoir balancer 4 attaques en 3+, anti-infanterie 4+, PA-1, dégâts 1. Alors ça relance pas, certes, ça touche à 3, certes, et vous êtes à risque après, et donc chaque test de à risque raté, vous perdez une figurine, puisque vous avez 2 PV au lieu de 3, et vous n'avez plus, enfin au lieu de 1, pardon, donc ça vous crevez quand même avec les 3 blessures mortelles du test à risque raté, mais vous n'avez plus d'insensible à la douleur sur cette unité, et plus de manière d'en donner. Les armes spéciales sont devenues meilleures aussi, le lance-flamme est anti-infanterie 3+, le fusil X a 2 points de force en plus, il est force 8 au lieu de force 5 de mémoire. Donc les armes de tir valent le coup, mais la variante full corps à corps vaut aussi le coup, et vous avez cette variable d'ajustement des points. Vous pouvez vous dire, en fait j'arrive pas à rentrer ma liste, mais du coup je fais 8 gorgones, je perds 4 PV sur l'unité, mais globalement, comme je joue dans un match où mon unité tank pas qu'il soit 10 ou 8, je les joue par 8 et je gagne 30 points ailleurs. Il y a plein de trucs rigolos à faire, c'est pour moi une excellente ligne qui du coup va être en A. C'est plus dur à sortir que le reste du codex, c'est pas dur à sortir, mais c'est plus dur à sortir, et ça peut envoyer quand même de manière plus surprenante que ce que l'adversaire pourrait avoir en tête. En termes de transport, le Venom, lui, il a pris 5 points, il est à 70. Il a toujours la capacité de réembarquer une unité à la fin de la phase de combat à 6 pouces, avec un débat sur l'écriture de la règle. Est-ce qu'il est possible d'embarquer une unité qui est qui est toujours en portée d'engagement, telle que la règle est écrite? En lisant la règle, oui, on peut, puisqu'il n'y a pas de condition dans la règle écrite de embarquement sur le fait d'être corps à corps ou pas. La règle dit juste, quand tu finis un mouvement normal à portée d'un transport, tu peux embarquer dedans, et là ils te disent que tu peux embarquer comme si c'était ta phase de mouvement, enfin si tu pouvais embarquer dans ta phase de mouvement, tu peux maintenant. Et donc comme de toute façon tu n'auras pas fait de mouvement normal à la fin de la phase de combat, tu ignores forcément cette restriction, et donc il n'y a pas d'autre restriction, et donc tu rentres dans le transport même si tu es en portée d'engagement. Ils feront probablement une FAQ là-dessus qui corrigera, je m'attends à ce qu'ils disent que ça n'est pas possible, et qu'il ne faut pas être en portée d'engagement. Ça m'étonnerait qu'ils le laissent comme ça.
Maintenant, pour un pion de souffrance, vous pouvez aussi faire une advance et désembarquer, donc faire bouger le Venom de 14 plus un D6, et ensuite de faire débarquer l'unité, ce qui peut permettre, potentiellement, de bouger le Venom un peu plus loin, et donc de débarquer votre unité de l'autre côté d'un mur, de tirer, et de la réembarquer après. Donc ça n'est utile que pour du tir, ou pour aller poser de l'OC sur un objectif, mais c'est très très bon, et puis il shoot quand même avec 2 canons éclateurs, donc ça envoie pas mal de shoots, ça vous permet d'être plus modulable sur la table en découpant une unité en deux, donc toujours un excellent transport, il a toujours son pont de tir si vous voulez pas descendre et mettre le pion de souffrance juste pour relancer les touches, si vous n'avez pas mis de cabalite dedans mais des gorgones avec des armes de tir, écoutez, ça marche aussi. Donc pour moi, il est en S, c'est toujours un des meilleurs transports que vous ayez. Il est plus dur à tuer que ce qu'on pense parce que -1 pour être touché. Endurance 6, c'est un palier qui est pas mauvais. Vous avez une petite invulnérable qui des fois fonctionne. C'est un très bon transport. Pour moi, il est toujours indispensable dans la majorité des listes pour aller vite sur la table, ne pas être trop visible et bien contourner un peu partout avec un transport qui va pas être trop compliqué à déplacer vu qu'il est petit. On a ensuite le Raider, ou le Saccageur, je crois en français, qui coûte 85 points dans le codex, donc c'est plus 10 par rapport à l'index. Ça fait cher. Maintenant, il donne la relance des touches pour un pion de souffrance sur toutes les armes anti quelque chose, donc tous vos petits fusils de cabalite. C'est un peu anecdotique, mais bon, ça vous permet quand même d'espérer avoir un petit peu plus de chance de tuer des petites unités, sachant que le canon éclateur a anti aussi, donc ça marche. Sinon, les armes spéciales des Gorgones peuvent éventuellement relancer un petit peu aussi. Il aurait été intéressant, je pense, d'avoir peut-être cette règle-là au corps à corps si on était à 6 pouces du transport. Donner la relance des touches sur les armes anti à 6 pouces du transport, ça donnait envie de jouer une variante agressive avec les Gorgones, ça aurait pu être sympa. Bon, il a aussi plein d'aptitudes que vous pouvez choisir, soit la relance des avances et des charges, soit plus une attaque sur le Raider quand il attaque et qu'il a des Gorgones pour chaque figurine, donc il peut quand même passer à 13 attaques plus des 3 de force 6 par -1 dégâts 1. Vous avez aussi la capacité de débarquer des Cérastes à 6 pouces du transport, ce qui vous donne une portée de menace de plus 6 pouces, donc même si vous avancez pas, c'est 14 pouces, c'est violent, plus la charge, donc 21. Et si c'est des cabalites, eh bien vous avez le sticky objectif sur le transport aussi, ce qui est pas mal du tout non plus. Pour moi, ça reste un très bon transport en A. Il est moins bon que le Venom parce que plus dur à cacher. Hein. Si vous le mettez dans une petite ruine, on voit la voile, donc en général. Donc il est ciblable et il crève. Il dépasse facilement d'un peu partout avec son petit pic, son espèce d'éperon sur le devant. Il est très long, il est dur à rentrer et il est dur à manœuvrer parce que il paye des pivots et puis il est un peu chiant à faire passer au-dessus des murs avec le mot-clé vol. C'est pas aussi facile à cacher qu'un Rhino, ça tank pas terrible, mais ça reste une bonne manière d'amener des figurines à portée d'engagement ou à portée de tir et de dégommer pas mal de trucs. Et dans le détachement Sky Splinter, vous pouvez rembarquer pour un PC. Donc ça reste un très bon bateau, donc en A pour moi. On a ensuite la main de l'Archonte qui elle va être à 125 points, alors elle était à 130 dans le codex, donc ils n'ont pas vraiment beaucoup baissé le prix. Je suis un peu mitigé sur cette unité. Elle est très bonne. Scout 7, c'est super. Avoir touche fatale et précision, c'est super. Mais vous n'avez pas ça sur les armes spéciales. Et c'est quand même vraiment dommage de ne pas avoir touche fatale et précision sur la lance des ténèbres. C'est un tir. Alors dans ce cas-là, vous lui mettiez peut-être que touche fatale et pas précision, si vous vouliez pas sniper les persos. Mais de mémoire dans le jeu, il y a déjà des unités qui ont touche fatale et précision sur des armes bien violentes. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais ça donne quand même un petit buff. Et vous avez aussi un OC de 3 et une invulna 5 sur un objectif que vous avez désigné. Et vous avez en plus fumée et grenade, et vous pouvez changer un dégât en 0. Donc c'est un pack parfait pour mettre Dame Malice en anti-jeu au milieu de la table, pour avoir une belle bulle à 12 autour de laquelle l'adversaire va payer ses stratagèmes plus cher, ou l'obliger en tout cas s'éloigner s'il veut faire quelque chose. Et puis vous avez une unité qui est pas si facile que ça à sortir, hein. Si elle est entièrement derrière un mur, l'adversaire peut vous charger, vous avez quand même une invulnérable à 5, vous avez quand même -1, enfin en gros une attaque qui vous fera rien, et tant que vous avez 2 figurines sur cet objectif et que vous n'êtes pas ébranlé, vous êtes quand même au C6, donc il y a plein d'unités qui vous reprennent pas votre objectif, et ça c'est quand même vraiment intéressant. Vous avez Scout 7, donc si vous mettez ça dans un transport, le transport gagne Scout 7 aussi. Vous ne pouvez malheureusement pas découper cette unité en deux avec un Venom, ça aurait été sympa d'avoir 2 demi-unités, une plus corps à corps, une plus tir, et chacune avec le Scout, ça aurait été pas mal de pouvoir le faire. Il donne quand même Scout à l'Archonte ou à Lady Malice si elle les accompagne, donc ça c'est plutôt sympa aussi, ça permet de ne pas perdre sa règle spéciale si vous essayez de faire un petit pack sympa.
Je trouve que l'unité est pas mal. Maintenant, 125 points, c'est cher pour des corps de guerriers des cabales et moins de létalité qu'un guerrier des cabales, puisqu'ils ont moins d'armes spéciales de tir et quelques armes spéciales de corps à corps, mais qui, très honnêtement, ne vont rien faire. Hein. L'anti-infanterie 4+, en jumelé, mais en PA-1 dégâts 1, et de l'anti-infanterie 3+, non jumelé en PA-2 dégâts 1, ça fait rien. Hein. Faut pas se leurrer. Ça tue vraiment pas grand-chose, sauf si vous faites charger par des petits orques qui ont pas de save, ou des petits gardes impériaux, ou des choses comme ça, quoi. Vous nettoyez du swarm qui essaierait de faire plus d'OC que vous, mais globalement, tout ce qui est un peu élite va tanker toutes vos attaques et vous ferez rien. Donc je les mets quand même en A, parce que c'est quand même une pièce utilitaire super pour avoir un truc qui tank sur un objectif, enfin qui tank façon Drukhari, mais un truc bien sur un objectif qui tank. Le coût en points reste pour moi un peu élevé. Honnêtement, je pense que c'est un pas de côté par rapport au Kabbalite et qui devrait coûter le même prix. Je pense qu'à 115 points, il serait bien. Ils n'ont pas la relance des blessures, mais à la place, ils ont touche fatale et précision. Ils n'ont pas le sticky objectif, mais ils ont OC3 et un Vulna 5. Et ils ont le 0 dégâts à la place des armes spéciales. Je pense pas que ça vaille plus cher, même le Scout 7, honnêtement. Je pense qu'il devrait être au même prix que les guerriers des cabales et que ça devrait être un choix entre l'un et l'autre. Je trouve qu'à 125 points, ils sont trop chers. Maintenant, ça se teste, il faut les jouer et on verra ce que ça fait et à quel point c'est capable de résister ou pas. Les incubes, eux, sont à 90 points les 5, 180 points les 10, donc c'est plus 5 par rapport à l'index par tranche de 5. Pour moi, ils sont moins bien qu'avant. Vous gagnez blessure dévastatrice, mais vous ne pouvez plus relancer les blessures quand vous avez un archonte avec vous. Et force 5 sans relance versus force 4 avec relance, comme ce qu'on avait avant, et bah c'est moins bien. Donc ça tape moins bien. Le plus 1 pour blesser de Drazhar fera plaisir par rapport à cette force 5, parce que ça veut dire que vous blessez maintenant des Terminators sur du 3+, des Marines sur du 2+, donc ce sont de très bons anti-Marines. Blessure dévastatrice pour un point de souffrance contre l'infanterie, c'est très bien aussi, hein, si vous affrontez des Custodes, des machins comme ça, vous leur balancez 30 attaques, vous allez leur faire des blessures dévastatrices qui passent leur save à 4, donc c'est super. Maintenant, il y a quand même des trucs un peu frustrants. Les jetons d'un cube qui donnent qui changent, qui font une blessure auto à 6, déclenchent pas les blessures dévastatrices sur Drazhar ou sur l'Archonte. Bon, désolé, mais en Eldar, ça le fait. Hein. En Eldar, quand vous mettez un Seigneur Phénix, il peut profiter des jetons aspects de l'unité, à moins que je me trompe, mais je crois pas me tromper. Donc pourquoi on l'a pas nous, quoi. Enfin, à un moment, c'est quand même vraiment le truc. Vous dites pourquoi cette restriction, passer de 4 BM à 6 BM avec le perso, une fois par bataille, c'était pas pété, quoi. Enfin, c'était vraiment pas pété. Donc, bon, c'est un peu dommage. C'est le genre de petit truc où on se dit, bon, les gars, c'est quand même un peu prudent comme écriture de règles sur des unités qui sont vraiment en papier mâché. Bon, ça reste quand même une très bonne unité, je les mets en B, parce qu'ils sont bons, ils sont moins bien qu'avant, je pense que là encore on en aura dans quasiment toutes les listes, ça tape toujours fort, vous en avez toujours besoin pour nettoyer du Marines, mais pour moi ils sont moins bien qu'avant, même contre leur cible de prédilection, qui est du Marines, à moins de les jouer avec Drazhar, où là vous blessez sur 2+, et du coup c'est plutôt mieux que la relance des blesses à 3, et encore, je pense que la relance des blesses à 3 était quand même meilleure que la non-relance des blesses à 2, pas sûr, faut voir. Bref, pour moi c'est un pas de côté au mieux et donc je suis un peu déçu, donc je les mets en B. Ça reste bon, ça reste jouable, mais maintenant pourquoi leur avoir mis plus 5 points alors qu'ils sont moins bien qu'avant, j'avoue ne pas trop comprendre. Les Mandragores, alors là c'est ma grosse déception du codex, plus 10 points par pack de 5, plus 20 points par pack de 10, ils leur ont augmenté les choses qui ne leur servent à rien et rendu plus cher les choses qui leur sont utiles. On ne jouait ce pack que pour le fait de revenir en réserve. Ça, maintenant, ça coûte un pion de souffrance. Avant, c'était gratuit. Elles sont agents solitaires à 18 pouces. Ça ne sert à rien sur cette unité. Vous l'utilisez en infiltration derrière une ruine pour empêcher les adversaires de scouter trop près de vous. Vous l'utilisez en infiltration derrière une ruine pour empêcher l'adversaire de vous charger trop facilement le cœur de votre armée et votre zone de déploiement. Ou vous l'utilisez pour faire des secondaires chez l'adversaire où de toute façon, vous ne serez pas à 18 pouces de l'ennemi quand il va vous tirer dessus. Donc concrètement, cette aptitude ne sert à rien dans un plan de jeu standard Drukhari, et le fait d'avoir plus 1 en PA et Inner Cover sur l'arme de tir et plus 1 en PA sur l'arme de corps à corps, et ben ça sert pas à grand chose quand même. Hein, ça augmente un tout petit peu le dégât, c'est pas ridicule, mais c'est pas une unité qui fait des dégâts. Le seul cas où ça sera utile, c'est si votre adversaire a mis un petit pack à 1 PV pour tenir son objectif et qu'il l'a mal écranté. Donc, mais dans ce cas-là, l'adversaire joue pas bien et donc vous aviez pas vraiment besoin de faire ce move-là. Bref, elles sont chères, trop chères pour ce qu'elles font, et je les ai mis en B. Pourquoi B est passé? Parce que ça reste utile, ça reste seulement 75 points pour un truc qui retourne en réserve et qui peut tirer un petit peu mieux, et qui s'infiltre, c'est pas nul,
mais c'est moins bien qu'avant, et pour moi, on n'est plus dans un truc, une pièce maîtresse du jeu où toutes les armées envient ce genre d'unité. Là, on est dans un truc qui est clairement vachement moins sympa, et vous allez devoir vous poser la question de retour en réserve ou je garde mes pions. Il y a plein de détachements où vous gagnez peu de pions de souffrance, et enfin, vous n'avez pas de buff aux pions de souffrance, et donc vous allez devoir vous poser la question de est-ce que je garde mes pions de souffrance pour vraiment augmenter ma létalité, parce que vous avez vraiment besoin maintenant des pions de souffrance pour augmenter cette létalité, et en plus ça augmente en général plutôt moins qu'avant, ou est-ce que j'utilise ce pion de souffrance pour une utilité quelconque, sans savoir encore quelle carte j'ai tiré, etc. Parce qu'il faut bien voir ça, c'est à la fin de votre phase, à la fin de la phase de l'adversaire, vous cramez vos pions de souffrance pour remettre en réserve. Si jamais finalement vous avez rien à faire avec et que vous les remettez exactement au même endroit, et ben vous avez gâché un pion de souffrance. Avant, vous aviez pas gâché un pion de souffrance et c'était pas un problème. Donc bon, je trouve que c'est moins bon, et donc B, pour moi, c'est voilà, ça va en B. Les fléaux à carabine, eux, coûtent 80 points. Alors, c'est une unité qui ne fait absolument aucun dégât. Vous allez faire 12 tirs, 15 tirs, 15 tirs, en 3+, anti-infanterie 3+, sans PA, dégâts 1. Donc, bah, en stat, si vous tirez sur des boys orcs à couvert ou des gardes impériaux à couvert, bah, vous en tuez 3. Donc c'est naze, ça fait juste pas de dégâts. Par contre, quand vous avez tiré sur quelque chose, vous augmentez la PA de toute votre armée sur ce quelque chose de 1, ce qui, pour le coup, peut être plus intéressant parce que bah, vous commencez à basculer vos fusils éclateurs en PA-1, vos canons éclateurs en PA-2, votre lance des ténèbres en PA-4, donc une cible que vous voulez vraiment impacter et du coup finalement plus ou moins lui retirer le bénéfice du couvert, et bah ça peut être sympa. En plus, ils ont la capacité pour un point de souffrance de frapper en profondeur à 6, ce qui fait que vous pouvez les utiliser comme une très bonne pièce de secondaire. C'est très mobile sur table si vous voulez jouer sur table, ça vous donne ce petit buff pour seulement 80 points, ça fait des actions très bien, ça prend un objectif avec OC1, ça vous fait 5 d'OC. Attention aux tirs sans ligne de vue, tir indirect va vous défoncer ce pack de 5 en 3 secondes, mais sinon vous les utilisez comme une pièce à secondaire pour frapper en profondeur à 6, obliger l'adversaire à faire des écrans débiles pour vous empêcher de scorer, et donc bah, c'est plutôt intéressant. Donc moi je la mets aussi en B. En B parce que bah, vous avez déjà une pièce qui fait les secondaires qui est à 75 points qui s'appelle les Mandragores, qui prend la même place sur table à ranger, voire un peu plus facile, et plus facile à cacher parce qu'il n'y a pas les ailes. Maintenant vous frappez en profondeur à 6 pouces, donc vous arrivez un petit peu plus près. Donc on est sur la même ligne, ça fait pas de dégâts, mais ça augmente un peu la létalité du reste, à l'inverse des Mandragores qui elles n'augmentent pas la létalité du reste, mais font un petit peu plus de dégâts, et c'est la même utilité derrière sur table pour tout ce qui est objectif secondaire. Donc c'est une bonne pièce, je le mets en B. Les fléaux à armes lourdes, eux, sont toujours à 130 points, comme dans le codex. Pour moi, ils sont toujours quasiment auto-include, ils sont entre le A et le S, on va pas déblatérer pendant 4 heures, ils relancent toujours les touches, ils sont très exactement comme dans l'index, il n'y avait pas de raison de changer leurs points, parce qu'ils fonctionnent exactement de la même manière, et donc bah ça vaut le coup, ils sont toujours bien, ils vous balanceront toujours 8 tirs de Haywire pour 9 blessures mortelles en moyenne sur un véhicule, ils vous balanceront toujours 4 tirs de lance des ténèbres pour en moyenne des fois rien, des fois dégommer un Primarque démon. Tout dépend de vos jets de dés, comme toujours, mais au moins avec la relance des touches que vous gardez, ça reste aussi stable qu'avant, c'est-à-dire moyennement stable. Les Hélions, alors eux pour moi c'est le glow-up du codex, 85 points les 5, 170 points les 10, donc c'est quand même plus 10 points par rapport à l'index, plus 20 points si vous voulez jouer par 10, par contre ils sont bien meilleurs, ils ont chacun 3 attaques de force 4, perd-1 dégâts 2 avec lance et touche soutenue. À la phase de combat, pour un pion de souffrance, vous avez 4 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2, avec lance si vous avez chargé et touche soutenue. Ils ont un mouvement réactif de D6 pouces, alors en l'occurrence ça leur permettra probablement pas de se cacher si l'ennemi veut leur tirer dessus, par contre ça peut permettre d'empêcher la charge. Si l'ennemi s'est mis à 7 pouces, vous faites un 3 ou un 4, et ben la charge devient infaisable quasiment, et donc vous êtes un peu tranquille. Ça permet aussi de faire un bel écran avec vos Hélions, de mettre plus d'OC sur un objectif, bref, c'est très intéressant, même si ça vous permet pas de vous planquer, et que donc si c'est pour du tir, vous perdez toutes les squads. Ils ont fumée, ils ont grenade aussi, attention par contre, ils sont montés, donc ça traverse pas les murs, donc un pack de 10, c'est pas méga maniable, mais ça reste quand même des figurines que moi je trouve très cool, et qui tapent vraiment fort maintenant. Attention à la PA-1, il y a certains détachements où vous pouvez améliorer ça, mais pas tous, et donc PA-1, bah, si vous tapez dans du Space Marine, il save à 3+, si vous tapez dans des Terminators, il save à 2+, avec une armure de mépris, et donc même avec votre relance et toutes vos blessures, et ben vous n'allez pas infliger tant que ça de dégâts. Maintenant sur un pack de 10, vous envoyez quand même 40 attaques, en touche soutenue, même sans relance, avec le +1 pour blesser sur la force 5, vous blessez des Terminators à 3+, bon, même s'ils se mettent en save à 2, vous pouvez quand même en tuer quelques-uns.
Donc pour moi, c'est du A. Celle-là, ça fait partie des meilleures unités, à mon sens, du codex. Ils sont jouables dans tous les détachements, comme une grosse menace très mobile. Et en détachement Serast, par contre, là, ils brillent vraiment, puisque vous pouvez encore booster leur nombre d'attaques ou leur pénétration d'armure. Donc il y a des choses intéressantes à faire avec eux. Les Reavers, les petites motos, elles n'ont pas changé de coup en point, ce qui est top, parce qu'elles sont meilleures qu'avant, puisque elles bougent de 8 pouces de plus. Quand vous faites une avance auto de 8 pouces, et comme vous avez assaut sur toutes vos armes de tir, à moins que vous ayez envie de charger, vous allez tout le temps avancer à 8, et donc votre mouvement, il est de 24 pouces. C'est une unité qui bouge de 24 pouces. Si vous survolez une unité, vous faites des blessures mortelles, donc sur un pack de 6, en stade, vous faites 3 blessures mortelles, ce qui n'est pas ridicule. Vous pouvez même en faire un petit peu plus si vous avez pris l'amélioration qui va bien, et si vous voulez les envoyer au corps à corps, elles ont quand même, sur un pack de 6, vous faites 24 attaques, de force 4, PA-1 des gains avec lance, et vous en avez parmi celles-ci, 2 qui ont touche fatale et PA-2 à la place. Enfin, donc 8 attaques en PA-2, les touches fatales, toujours avec lance, donc c'est pas mal. Et vous avez en plus 2 lances thermiques sur le pack de 6, ou 2 blasters, donc vous êtes parfaitement en mesure d'aller dégommer quelques élites, voire des véhicules. Avec votre mobilité et la règle assaut, c'est très efficace, donc c'est une unité que moi j'adore. Pour son coup en point, pour moi elle est quasi auto-include, elle est en A, et honnêtement pas loin du S non plus. Là honnêtement je vois pas de liste qui en joue pas au moins un pack de 3, parce que voilà, vous bougez à 24 pouces pour mettre 6 dossés sur un objectif, donc votre adversaire n'est quasiment jamais tranquille sur la table. S'il a pris un objectif avec un petit pack de 5, vous n'êtes pas obligé d'aller au corps à corps avec lui, vous mettez juste vos 3 socles sur l'objet de votre côté du mur, vous avez 6 dossés, vous lui reprenez, et c'est à lui maintenant de contre-attaquer là-dessus. Si vous mettez cette unité derrière une rune au milieu de la table, elle peut aller n'importe où pour aller reprendre un objectif qui serait mal contesté par l'adversaire, et l'empêcher de scorer, donc c'est une unité fantastique pour moi. Les Talos, 80 points, 160 points les deux, ils sont moins bons qu'avant, ouais si, je pense qu'ils sont moins bons qu'avant, quoique, non c'est un pas de côté par rapport à avant, et donc ils n'ont pas changé de coup en point. Pourquoi je dis pas de côté? Parce qu'ils touchent mieux au tir, ils sont passés en touche à 3 au lieu de touche à 4, mais ils ont perdu la relance des touches sur le pion de souffrance, ce qui fait que, ils sont quand même moins stables, touche à 3 sans relance contre touche à 4 avec relance, c'est moins bon. Et au corps à corps, le gantelet de Talos il touche toujours à 4, mais il est plus relançable non plus, donc même avec son 9 de force en plus, vous allez réussir entre 2 et 3 attaques de force 9, PA-2, dégâts 3, ce qui n'est pas terrible, et du coup c'est un peu décevant. Il ne peut plus non plus être en permanence boosté parce que ça n'aurait pas de sens, donc vous gagnez à la place des pions de souffrance quand il tue un truc, ce qui reste très bien, et il a un combat en mourant sur 2+, si vous avez dépensé un pion de souffrance, qui là les rend potentiellement très menaçants en réception de charge, et vous évite de dépenser des points de commandement pour interrompre potentiellement, ou ce genre de choses. Je les mets en B, c'est une bonne unité. Là encore, ça marche dans tous les détachements, vous les jouerez pas systématiquement dans tous les détachements je pense, mais il y a plein de détachements dans lesquels ils ont vraiment de la valeur, et en fonction de votre plan de jeu, ça va être un truc qui embête l'adversaire, parce que à tuer au tir c'est chiant avec 7 PV, si vous êtes dégâts 2 c'est chiant, si vous êtes dégâts 3 c'est chiant, donc c'est plutôt marrant, plus l'insensible à la douleur qui craque un peu les stats. Si l'ennemi vous charge au corps à corps, vous êtes chiant, parce que vous tapez en mourant, et faut pas négliger non plus parce que vous touchez à 3+ au tir, donc un pack de 2 Talos, il peut quand même vous balancer 6 BM sur un véhicule avec ses Haywire, ou vous faire la petite surprise de vous balancer 2 coups de lance thermale qui touchent, qui blessent, et qui vous balancent 2 des 6 dégâts aussi. Voilà, faut faire attention, c'est un truc qu'il faut respecter, et en Drukhari, on n'a pas beaucoup de trucs qu'il faut respecter et qui en plus résistent quand on leur tape dessus. Les Chronos, eux, c'est toujours une magnifique pièce d'utilité, même prix qu'en index. Ils donnent toujours la récupération d'un pion de souffrance sur un 4+, ou sur un 5+ si vous avez mis toutes les armes, mais vous mettez pas toutes les armes, vous faites la récupération sur un 4+, et en plus vous pouvez soigner 3 PV ou ramener une figurine pour un pion de souffrance à partir du moment où vous avez réussi à tuer une figurine ennemie. Alors si vous affrontez des chevaliers, de toute façon votre pack entier sera mort au corps à corps contre un carnivore, donc c'est pas la peine de vous poser la question, mais si vous affrontez des infanteries, vous êtes anti-infanterie 2+ avec vos attaques de corps à corps, et donc votre pack de Chronos, il a toutes les chances de réussir à tuer une petite figurine quand même, et donc de réussir à soigner, et donc potentiellement de ramener un Chronos entier, ou de soigner celui qui était blessé. C'est la petite surprise, ça permet de tanker, et en plus ça redonne des pions de souffrance, donc pour moi on est sur une unité en A, ça fait partie là encore des meilleurs du codex, et je vois peu de listes où vous n'en prenez pas soit un seul en utilité pour faire des actions et regagner les pions, soit 2
pour un pack qui va tanker quelque part. Ça ne tient pas les objectifs, mais ça bouche un morceau du champ de bataille. Dans un match-up de corps à corps, c'est pénible à sortir, ça bouche un endroit, l'ennemi peut pas passer dessus, et il va falloir qu'il réfléchisse à comment traverser cette unité. Je trouve que c'est plutôt sympa à jouer. Le Ravageur, lui, il a pris plus 15 points par rapport à l'index. Alors, il est un peu plus cher parce que maintenant, il relance toutes les touches quand vous tirez sur un truc qui est endommagé. Mais il a aussi perdu la capacité de relancer toutes les touches tout le temps avec le pion de souffrance. À la place, le pion de souffrance fait un -1 pour toucher sur une unité ennemie. Pour moi, il est moins bon. Donc, pour moi, plus 15 points là-dessus, ça n'a pas de sens. Le -1 pour toucher à l'adversaire, c'est sympa, mais ça vaut pas 15 points. Donc je pense qu'il est trop cher par rapport à ce qu'il faisait avant. Et je serais pas étonné qu'ils finissent par rebaisser de 5 ou de 10 quand ils feront leur première passe d'équilibrage. Là, pour moi, c'est pas une mauvaise unité, mais c'est du B. On est sur un véhicule qui ne tanque pas. Il sort du couvert, il tire, et en général, après, il meurt. Donc, concrètement, si vous n'êtes pas capable de dégommer la cible sur laquelle vous tirez, ce que le Ravageur n'est en général pas capable de faire, parce que 3 tirs de canon laser sur la méta actuelle, ça ne tue pas la majorité du temps. Le truc sur lequel vous tuez, vous en ratez une à la touche, si vous passez les 2 blesses, l'adversaire tank une des sauvegardes, et il prend au max 8 dégâts, il est pas mort. Donc, ça tue pas une cible importante de l'adversaire, et vous par contre en retour vous êtes mort de chez mort, parce qu'en du 9, 11 PV, avec une save invue de Nassis, parce que vous aurez jamais de save contre ce que l'ennemi vous envoie, et ben vous vous faites défoncer. Donc bon, c'est une bonne unité, on peut la jouer, mais pour moi on n'est pas parmi les meilleurs du codex, elle est dans le ventre mou. Maintenant les avions, le Razorwing, je vais pas m'étendre dessus, c'est une très mauvaise figurine à mon sens. Comme la très grande majorité des volants du jeu, il n'a pas stationnaire, il est gigantesque, dur à cacher, pas résistant du tout, hein. Il est moins résistant que le Ravageur, il a moins d'endurance, moins de PV. Et en plus il contrôle pas les objets, il peut tirer un peu avec des lances des ténèbres, mais faut pas rigoler, vous payez pas 170 points pour 2 tirs de lance des ténèbres et des petits missiles qui font rien du tout. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, cette figurine ne vaut pas le coup, même avec le +1 pour toucher, ça n'a pas de sens. Le -2 au move, le -2 à la charge, ça vous intéresse pas en Drukhari, vous atteignez l'ennemi partout où vous voulez, et si l'ennemi vous atteint à un endroit où vous vouliez pas, c'est que vous avez pas réfléchi à votre placement, hein. Vous êtes une armée très technique, il faut tout mesurer au poil de fesses près, et donc si vous en êtes à 2 pouces de différence, c'est que vous avez pas joué convenablement, et 170 points pour ça, de toute façon, non. Enfin, en plus, c'est vraiment, vous tirez sur des monstres et des véhicules avec vos lances des ténèbres, et la règle ne marche pas sur les monstres et les véhicules. Bref, si vous prenez pas les lances des ténèbres, vous prenez des armes qui servent pas à grand chose, et donc vous payez encore plus cher pour moins de létalité. Ce véhicule ne vaut pas le coup, pour moi on est en D. Bon, le bombardier Void Raven, lui, plus 10 points par rapport à l'index, 245 points, il est hors de prix pour ce qu'il fait. Je sais qu'il y a certains qui adorent cette figurine, alors moi, visuellement, je la trouve incroyable, mais juste 245 points en Drukhari pour un truc qui tank comme un Raider, enfin comme un Ravageur, qui a 4 tirs, qui n'ont pas de relance, qui n'ont pas de bonus pour toucher, force 14, PA-4, dégâts des 6+2. Bon, entre la force 12 et la force 14, il y a quasiment aucun truc dans le jeu où ça a une importance. Grand Immonde, Forteresse Hécaton, Land Raider peut-être, et je crois que c'est à peu près tout. Donc, oui, ok, et vous payez 245 points pour ça, sans relance. Vous allez tirer un tour et ensuite vous allez disparaître de la table. Bon, moi perso, je comprends pas. La règle des blessures mortelles, elle est tellement aléatoire que c'est pas fonctionnel, quoi. Donc, l'adversaire qui voit arriver ce truc-là, il sait que vous l'avez, il vous offre un véhicule, et puis ensuite il vous tue, et puis le véhicule qu'il a, de toute façon, il coûtait jamais 245 points, hein, vous tuez pas un knight avec ça, hein, ça rebondit, donc il y a pas de... Je vois pas l'intérêt personnellement, je trouve que c'est une mauvaise unité, je la mets en C quand même, parce que dans des parties plus amicales, entre guillemets, vous posez ça sur la table quand ça arrive des renforts, vous voyez toute la table parce qu'il est gigantesque, vous tuez un truc parce que votre adversaire s'est pas bien placé correctement parce que vous jouez en amical, et vous trouvez ça très rigolo, et puis après votre véhicule dégage de la table parce que voilà, il suffit de mettre 2 coups de canon laser là-dedans et puis ça n'existe plus. Mais bon, c'est pour moi, voilà, en compétitif, jouer ça, honnêtement, je sais que certains l'ont fait, et ce véhicule, je le trouve toujours très mauvais, il est juste moins mauvais que le Razorwing, donc il mérite sans doute pas d'aller en D à mon sens. Du coup, si on regarde un peu la tier list finale avec les unités placées, on se retrouve en S avec l'Elite, le Venom et Lady Malice. On va plutôt les mettre dans ce sens-là, s'il fallait trier. Normalement, ça se trie pas une tier list, sinon c'est un classement, plus une tier list. Mais on va mettre l'Elite d'abord, pour moi auto-include, Lady Malice quasiment auto-include, et le Venom quasiment auto-include. En A, on aura l'Archonte, qui pour moi est un des meilleurs trucs à utiliser dans cette liste, le Chronos que vous allez prendre dans quasiment toutes les listes, les Moncules et
et ces Gorgones qui pour moi sont quasi indispensables aussi, les Cabalites quasi indispensables, les Fléaux à armes lourdes quasi indispensables, les Hélions aussi, les Reavers, honnêtement je suis presque prêt à les passer en S maintenant que je revois ça, parce que je les trouve tellement bien, je pense qu'on peut les mettre en S aussi d'ailleurs. Et ensuite on va avoir la main de l'Archonte ici, et Drazar et le Raider également, qui pour moi sont tous très bons. En B, les incubes, vraiment à la limite du A, ils sont toujours très bien, ils sont juste un peu décevants par rapport à avant. Les mandragores, pareil, B à la limite du A, c'est toujours très utile. Les cérastes aussi, probablement. Je mettrais probablement le ravageur plutôt au fond, les fléaux à carabine plutôt au fond, les talos plutôt devant la succube, s'il fallait choisir, probablement même plutôt devant les cérastes. Et puis ensuite en C, seulement le bombardier, le bombardier, et en D, seulement l'avion. Et normalement ça couvre tout. Tout ça c'est des datasheets qui n'existent plus dans le codex. Je pense qu'on est à peu près à ça, en tout cas c'est mon appréciation des choses. Maintenant en testant sur table, peut-être qu'on réévaluera tout ça, mais là globalement c'est comme ça que moi je vois les choses pour ce codex. Donc globalement c'est pas une mauvaise distribution, il n'y a pas vraiment d'unité où quand on regarde les règles on se dit la vache c'est pourri. Il y a probablement des trucs qui sont un petit peu trop chers par rapport à ce qu'ils font, je pense aux ravageurs par exemple, je pense aux mandragores, je pense aux incubes qui auraient probablement pas dû prendre de hausse de coût en points, mais globalement les règles sont toujours bonnes sauf pour les volants. Le reste de l'armée je trouve a été correctement écrit, il y a de bons rôles et il y a de bons profils. On va passer maintenant à quelques exemples de listes. Je vous ai fait une liste par détachement du codex, j'en ai parfait pour le détachement de Noël, parce que très honnêtement le style de jeu ne change pas vraiment, à part que vous mettez peut-être Lady Malice et vous enlevez un Beastmaster. Donc ces listes ne sont pas forcément les plus compétitives du monde, c'est pas le but. Le but c'est de commencer à regarder ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être marrant, mais il va falloir que je les teste sur table pour voir ce que ça fait. Donc, pour le détachement pillard de l'espace réel, l'idée c'est d'avoir d'abord l'élite Esperax, avec 10 Cérastes dans un Raider, ça fait un gros bloc à 260 points, c'est une unité de pression en début de partie. Elle a une grosse portée de menace, puisque vous débarquez à 6 pouces du Raider, vous bougez à 8, vous avez un stratagème pour une avance auto à 6, et pour un pion de souffrance, vous faites une avance et charge, ce qui vous fait 27 pouces de menace en sortant du transport. Donc globalement l'adversaire doit jouer avec ça, en sachant que l'élite et ses Cérastes sont capables de tuer globalement un pack de 10 Space Marines, une bonne partie d'un pack de Custo, la plupart des troupes élites Space Marines aussi. Le deuxième morceau, c'est Lady Malice, donc le personnage qui fait cette aura de plus 1 PC sur les coups de l'adversaire, avec 5 incubes et un Venom. L'idée, c'est de l'amener assez rapidement vers le centre de table, au chaud, derrière un mur, d'avoir cette aura de Vect, avoir les incubes en répondant, et les passer du coup en touche fatale ou en touche soutenue grâce à la capacité de Lady Malice aussi de faire des blessures dévastatrices avec les quelques incubes, et puis le Venom après il va se balader, il fait ce qu'il veut, peu importe. L'idée c'est d'avoir Lady Malice sur table pour cette aura de Vect qui se déplace du coup à notre tour de 8 pouces ou 7 pouces, donc c'est très très efficace. Le pack suivant, ce sont des Gorgones avec un émoncule et l'amélioration Labyrinthine Cunning, donc ruse labyrinthine. C'est une amélioration qui permet de générer des points de commandement en échange de pions de souffrance. Ce qui fait que c'est super efficace puisque vous avez énormément de pions de souffrance et donc concrètement, vous allez pouvoir sans trop de problèmes gagner quasiment un PC de plus par tour avec cet émoncule. Vous le collez sur votre objectif d'expansion probablement, comme ça c'est relativement protégé, c'est une unité qui tank quand même pas trop mal, il y a 20 points de vie, endurance 4, avec une sauvegarde à 5, un vulna 6, donc dans un couvert vous êtes en sauvegarde à 4, bon c'est pas si mal, l'émoncule permet de ramener des figurines si on vous en détruit avec du hors ligne de vue. Il y a plein de petits trucs sympas à faire, et vous générez votre PC, et c'est un pack que l'adversaire peut pas juste aller chercher ou contester facilement, donc c'est votre truc qui tank un peu. Ensuite, on a un Archonte avec l'amélioration sombre vitalité et 5 incubes dans un Venom. Donc là, en gros, l'amélioration va permettre à l'Archonte d'être tout le temps sous l'effet des pions de souffrance, et donc du coup de tout le temps relancer les touches. Et donc avec ces incubes dans le Venom, eh bien ils relancent tout le temps les touches, et ils ont tout le temps blessure dévastatrice contre l'infanterie. Donc c'est un pack qui peut taper assez fort, et en plus comme c'est un Archonte, pour 0 point de commandement, eh ben, il peut prendre dans ce détachement touche fatale au corps à corps, il peut faire une interruption au corps à corps pour 1 PC, il peut faire une intervention héroïque pour 0 PC, il peut avoir le -1 pour être touché à 0 PC,
ou gagner +1 pour toucher et +1 pour blesser sur les unités sous leur demi-force pour 0 PC, ce qui vous fait des incubes et un archonte qui finissent des trucs un peu abîmés en +1 touche, +1 blesse, relance des touches, avec potentiellement touche fatale aussi. Bon, et blessure dévastatrice, ça envoie quand même pas mal de violence, donc c'est une unité de menace. Ensuite, 10 guerriers des cabales, parce qu'on en a besoin avec l'archonte pour... Enfin, on a besoin d'avoir un archonte et des cabalites, on a besoin d'avoir l'élite et des sérastes, on a besoin d'avoir un émoncule et des gorgones pour avoir tous les pions de souffrance. Donc les cabalites, on va les mettre en armes spéciales, toutes leurs armes spé, et on les utilise probablement pour protéger notre objectif chez nous. Ça fait 20 dossés sur l'objectif, ça se tue pas si facilement que ça. Si on en a besoin en fin de partie, on peut les faire sortir derrière le mur et shooter un petit peu. Ça fonctionne bien. Et éventuellement, on utilise le stratagème de bouge, tire, bouge, à 2 points de commandement par contre, pour les faire sortir, tirer et revenir si vraiment on en a besoin. On rajoute aussi 10 Hélions, ça c'est une unité plutôt de contre-attaque, de menace de corps à corps. Si l'adversaire s'approche de notre objectif et essaie de le prendre, et ben il se prend ensuite 10 Hélions dans la face. Tout le monde avec des glaives, hein, le chef il garde son glaive, c'est je pense la meilleure arme qu'il puisse prendre. Et ça fait ultra mal aussi pour 170 points, et ça tank pas si mal que ça parce que c'est 2 PV par figurine. Un pack de 2 Talos avec des Haywire, donc c'est les canons anti-véhicules, probablement les gantelets de Talos et le lance-flamme, mais honnêtement ça se joue aussi avec les macros scalpels jumelés, la lance thermale si vous préférez, bon ça s'adapte. Ça c'est votre unité d'ouverture, vous commencez à exposer ce genre de truc au début de partie pour aller faire une action dans la zone dans le no man's land, pour essayer d'aller sur un objectif rapidement, ou juste pour forcer l'adversaire à exposer quelque chose qui vaut plus que 160 points. Il va avoir du mal à le tuer en une activation de la majorité des unités, c'est quand même 7 PV sur 2 figurines différentes, avec une invulnérable, avec un insensible à la douleur, une sauvegarde de base à 3, c'est pas fragile en endu 7, donc ça s'expose très bien, et en général, l'adversaire devra mettre plus de points que 160 points pour les tuer, et vous, ensuite, vous n'avez plus qu'à riposter au tour d'après. On a aussi 2 packs de fléaux, un en Haywire, donc anti-véhicule, un en lance des ténèbres, les deux probablement en réserve, ou alors, s'il n'y a pas de tir indirect, un en réserve, un sur la table, et puis vous utilisez probablement les deux pour tirer sur la même chose, parce que les Haywire tout seul, en stats, c'est 9 blessures mortelles sur un véhicule, ça ne tue pas la plupart des véhicules, et les lances, et bah des fois ça rebondit, si vous cumulez les deux, normalement vous arrivez à sortir la majorité des véhicules du jeu. Pour les monstres, par contre, bah, vous utiliserez que les lances, évidemment. Ensuite, un Chronos à 55 points sans le siphon pour regagner des pions de souffrance quand vous en avez besoin. Vous en utilisez pas tant que ça dans ce détachement, vous allez les utiliser sur l'élite mais le Chronos sera pas apporté. Vous allez les utiliser sur les fléaux pour relancer les touches. Vous allez les utiliser sur les Hélions mais ils seront peut-être pas apportés. Et vous allez les utiliser sur peut-être Lady Malice ou les Moncules de manière occasionnelle. Donc vous avez pas besoin de beaucoup de Chronos dans ce détachement-là. Et on complète avec 2 packs de 3 motos en lance thermale et le petit équipement qui permet de relancer un dé pour faire des blessures mortelles quand tu survoles quelqu'un. Ça, c'est les 2 packs qui vont screener au début, empêcher l'adversaire de frapper en profondeur chez nous, et puis contre-attaquer avec leur mouvement de 24 pouces pour aller mettre 6 points de contrôle d'objectif à peu près n'importe où sur la table, du coup, sans trop se poser de questions. Et donc reprendre des objectifs, empêcher l'adversaire de scorer, et puis si vous passez au-dessus de quelque chose, vous faites des blessures mortelles en plus, vous balancez quelques tirs, c'est toujours intéressant. Et on termine avec 5 mandragores qui sont vos unités à secondaire, et pour tenir l'objectif maison, tout comme le Chronos fera des secondaires, tout comme les Talos peuvent faire des secondaires tant qu'ils sont en vie, tout comme les motos peuvent aussi aller faire des secondaires. Donc vous avez pas mal de menaces plutôt au corps à corps en réaction, vous avez de la menace en Overwatch avec les 2 Talos, vous avez du contrôle d'objectif assez solide avec les Moncules, les Gorgones, les Cabalites chez vous, et beaucoup de menaces réactives et rapides. Je trouve que c'est une liste qui se teste, à voir après, est-ce que les Hélions fonctionnent aussi bien que ce que je pense, est-ce qu'il faut pas remplacer les incubes dans le Venom avec l'Archonte et plutôt mettre quelque chose qui tire, bon, on verra bien, ça manque peut-être un petit peu de tir lourd anti-monstre, si vous affrontez plutôt des Tyrannides par exemple, bah vous avez que 4 lances des ténèbres, plus une lance des ténèbres sur un Raider. Il va falloir aller chercher les touches fatales de Lady Malice ou les touches fatales avec l'Archonte sur les incubes, et ça va pas forcément suffire quoi. La liste suivante, c'est pour le détachement Sky Splinter Assault. Alors, on commence très exactement comme le précédent, avec l'élite des Sérastes, un Raider, ça c'est indispensable dans ce détachement, c'est une unité de méga pression, qui pareil, a toujours 27 pouces de menace en sortant du transport, si vous faites une grosse avance, si vous faites pas une grosse avance, c'est 24.
Si le transport a bougé, pour un PC, vous pouvez quand même charger. Donc vous bougez le transport à 14, vous débarquez à 6 et vous chargez à 7. Vous avez quand même vos 27 pouces de menace. C'est une unité qui est monstrueuse. Avec l'élite, elle tape tout en force 4, en PA-2, dégâts 1 seulement, mais vous avez aussi le plus 1 pour blesser. Donc force 4 plus 1 pour blesser, on peut commencer à aller chercher pas mal de trucs, vu le volume. Et l'élite elle-même tape aussi très très bien. Donc c'est une excellente unité. On complète ça avec un archonte et 10 incubes dans un raider qui va avoir l'amélioration Nightmare Shroud pour éviter de se faire tirer dessus en état d'alerte. Amélioration à 15 points selon les points qui ont été donnés par les influenceurs partenaires de Games Workshop. Là c'est pareil, c'est le pack qui débarque, qui charge à 7, enfin le transport bouge de 14, il débarque à 3, ça fait 17, et ensuite il charge à 7, ça fait 24 pouces de portée, rien que pour eux. Et bah ça défonce tout, hein. C'est pareil, hein. Un archonte qui relance les touches avec les incubes qui vont du coup être en blessure dévastatrice, vous aurez lance et, la force 5 maintenant des incubes, bon ça va tout défoncer, donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi Lady Malice et la main de l'archonte. Alors là l'idée c'est d'aller mettre Lady Malice probablement sur un objectif au centre ou sur le flanc fort de l'adversaire. Vous tankez correctement sur votre objectif désigné avec la main de l'archonte en 1 vulna 5, 1-0 dégâts par tour, vous êtes au C3 donc il vous suffit d'avoir 2 figurines pour que soudainement vous ayez un énorme paquet d'OC. Et Lady Malice a toujours son vect, et elle va donner des bonus à l'unité. Pour le putain de souffrance, bah vous avez touche fatale sur la main de l'archonte, et du coup vous donnez touche soutenue avec Lady Malice. Il y a plein de trucs rigolos à faire avec ça. C'est un gros pack qui coûte cher, mais bah, si l'adversaire s'approche, tout coûte plus cher en PC pour lui, et en plus il faut vraiment être sûr de pouvoir tout tuer, parce que tant qu'il y a Lady Malice et un petit gars, bah, vous avez beaucoup d'OC sur un objectif. Ensuite, on a un archonte, 10 cabalites, un Venom et l'amélioration Sadistic Fulcrum qui est celui qui va permettre de relancer les touches sur le transport quand l'unité qui était embarquée dedans a gagné a utilisé un pion de souffrance. Donc vous, évidemment, vous divisez l'unité de cabalite en deux, vous mettez l'archonte et toutes les armes spéciales dans le Venom, les autres cabalites à pied sur l'objectif maison. Et bah c'est une unité qui tire, vous descendez du transport, vous utilisez le stratagème à 0 PC avec l'archonte pour touche soutenue 2, et vous balancez tous vos gros tirs en relance des touches, enfin tous les tirs de vos grosses armes, en relance des touche soutenue 2. Le Venom, du coup, a le droit aussi de relancer ses touches sur ses 2 canons éclateurs. Vous avez un pack qui tire vraiment fort, et à la fin de la fight phase, bah, vous réembarquez dans le Venom. Soit le Venom était derrière un mur et a tiré sur autre chose, et vous êtes planqué, soit le Venom est un peu dans la pampa, mais au moins, bah, pour vous tuer, ils devront d'abord tuer le Venom, et ensuite tuer l'archonte. Donc c'est un pack qui se défend plutôt bien. On a ensuite un ravageur avec que des lances des ténèbres pour de la menace anti-tank. On a 2 Talos en Haywire Gantelet lance-flamme pour de la menace anti-véhicule. Les fléaux lourds en Haywire et en lance comme dans la liste précédente, même utilisation. Un pack de 2 Chronos cette fois-ci, dont un avec le siphon. Là on les utilise plutôt en unité d'ouverture ici, les Talos et les Chronos, et puis on va entre guillemets serrer les doigts pour que le Chronos survive, qu'il y en ait au moins un qui survive et qui arrive à se soigner et qui continue à générer les pions de souffrance. C'est pas une unité de sacrifice tour 1, mais c'est une unité d'ouverture tour 2, ou une unité que vous gardez pour faire des actions chez vous. 110 points c'est pas très très cher, ça écrante très bien, tant que vous le laissez apporter de ce qu'utilisent les pions de souffrance de manière régulière. Ce qui va charger au corps à corps droit devant, vous ne serez pas apporté, mais tout ce qui va tirer autour de chez vous, c'est quand même utile. Et on rajoute encore 2 packs de 3 motos reverse, là encore, pour voler les objectifs avec 6 d'OC, pour contre-attaquer à 24 pouces, pour écranter, pour faire des secondaires, et vous avez 5 mandragores à 75 points pour faire des secondaires en téléportation. Là c'est pareil, je pense que c'est une liste qui fonctionne plutôt bien. Vous avez un gros pack d'incubes, vous avez l'élite et des Serras qui tapent fort, vous avez un pack qui tire bien, un ravageur, 2 Talos qui tapent et qui tirent, des fléaux qui tirent fort. Je pense que la liste peut fonctionner très correctement et à tester. Est-ce que ça manque pas un peu de corps à corps? Est-ce qu'il faut pas plutôt mettre l'archonte plus 5 incubes dans un Venom et reprendre un autre archonte et 5 incubes dans un autre Venom, et du coup peut-être remplacer un pack de fléaux ou enlever les Talos? Faut voir comment ça rentre en termes de points, mais je pense que cette liste-là a du jeu. Le détachement suivant, c'est l'assemblée de coterie, donc c'est le détachement émoncule. Donc là, évidemment, on ouvre avec 3 packs de 10 gorgones avec un émoncule dans chacun. Le premier à l'amélioration maître régénésiste, ce qui va permettre de ramener plus de figurines à chaque phase de commandement. Donc c'est un pack qui est très important. Ça tank bien parce que vous avez le -1 pour être blessé.
vous ramenez des figurines, et puis bah c'est une unité coterie, donc vous avez accès à tous les stratagèmes dessus, pour les blessures dévastatrices au corps à corps, pour empoisonner l'adversaire quand vous l'avez tapé, pour faire revenir les moncules quand il meurt, etc. On a ensuite un deuxième pack avec les moncules qui est l'amélioration maître artisan, c'est une amélioration, le maître génésiste a priori c'est 25 points, maître artisan c'est 20 points, cette unité là, bah du coup elle est endurance 5 avec cette amélioration là, donc Émoncule et Gorgone sont tous endurance 5, et ils ont toujours le -1 pour être blessés, donc en gros c'est le remplacement de vos grotesques mais avec moins de PV. On les met aussi dans un raider, ceux-là, l'idée étant de bouger dès le tour 1 et d'aller se poser le plus près possible de l'objectif adverse, et éventuellement bah, de le forcer à faire des tests d'ébranlement. Si vous êtes joueur 2, vous boostez cette unité à côté d'un objectif sur lequel l'adversaire s'est placé, vous débarquez de l'autre côté d'un mur pour être tranquille, vous chargez pas, vous restez juste là, et de toute façon normalement vous avez assez d'OC, mais en plus vous pouvez ébranler l'adversaire dans sa propre phase de commandement, ce qui va l'embêter pour ses propres stratagèmes. Et puis là, un gros pack, 40 PV en du 5, un vuln à 6, save à 5 et donc à 4 dans le couvert contre le tir, avec -1 pour être blessé, c'est pénible à sortir pour beaucoup d'unités d'ouverture dans le jeu. Ensuite, on joue un autre pack avec Émoncule, Digorgon et l'amélioration Maître Répugnomancien, celle-ci à 15 points. Celle-ci augmente l'aura qui force les tests d'ébranlement de l'adversaire à 9 pouces. On peut éventuellement échanger les améliorations entre ce pack-là et le précédent. Ça peut être le pack qui va le plus près possible de l'ennemi avec l'aura de 9 pouces pour être sûr de vraiment l'ébranler. Mais dans ce cas-là, ce pack-là tank moins et risque de voler au premier tour, ou en tout cas de prendre plus cher. Ou alors, vous mettez ce deuxième pack un peu moins mobile, mais avec l'aura à 9 pour la suite de la partie, pour essayer d'ébranler, non pas dès le début du jeu, mais plutôt au tour 3, 4 et 5, et d'essayer d'éviter que l'adversaire contrôle correctement ses objectifs quand il a moins d'options de jeu. On a ensuite 3 packs de 2 Talos, bah là c'est pareil, c'est indispensable, hein. Vous avez -1 pour être blessé sur un truc en du 7, donc ça tank vraiment bien, vous avez les bons stratagèmes pour prendre moins cher aussi, donc toujours très bon à prendre. Vous les équipez comme vous voulez, moi j'aurais tendance à mettre en Haywire, gantelet et liquéfacteur, mais vous pouvez très bien varier pour avoir un truc qui tire plus en anti-infanterie avec des canons éclateurs jumelés, un truc qui tire plus avec des lances thermales si vous avez peur plutôt des monstres. Bon, ça se varie très bien. Si vous affrontez du Space Marines, vous pouvez mettre les macro scalpels, force 7, PA-2 dégâts de jumelés. Ça marche aussi bien, ça tape comme des custos, sauf que vous touchez à 3 au lieu de 2. C'est des packs qui seront très bons, que vous allez utiliser en ouverture, que vous allez utiliser pour prendre la table, pendant que vos émoncules et gorgones vont se mettre sur les objets, bah vos talos, eux, ils vont tout simplement avancer et puis prendre la table. Ensuite, 2 fois un Chronos sans le siphon pour récupérer les pions de souffrance. Il y en a besoin dans ce détachement pour ramener des figurines, donc vous allez les mettre pas très très loin de vos packs de gorgones et d'émoncules. On rajoute un archonte et 10 incubes dans un raider parce qu'il vous faut quand même des trucs qui tapent, et là concrètement, à part votre stratagème à 2 PC que vous allez pouvoir peut-être sortir 2 fois dans la partie pour faire des blessures dévastatrices sur l'infanterie avec vos gorgones, bah le reste ça va pas être terrible en termes de dégâts quand même. Donc un archonte et 10 incubes dans un raider, ça c'est une grosse menace avec laquelle il faut composer. Si l'adversaire se sacrifie sur un pack de gorgones avec un émoncule, il se prend ça dans la face directe et il perd son pack à lui juste derrière, donc c'est très efficace aussi. Idem, l'élite des Sérastes dans un Venom, vous gardez 5 Sérastes sur votre objectif pour le tenir, vous mettez l'élite et les Sérastes dans le Venom et vous les envoyez en menace de contre-attaque aussi, c'est violent. Et des petits fléaux à carabine pour les secondaires, ça frappe en profondeur à 6 pouces, ça peut tirer sur un truc avec les carabines pour donner de la PA au tir des Gorgones si vous avez besoin ou au tir des Talos. Et ça fait des secondaires. Et sinon pour les secondaires, bah vous avez les Raiders une fois que vous avez débarqué les trucs que vous vouliez débarquer, le Venom, les Chronos, potentiellement un pack de Talos aussi, puisque c'est des unités qui sont plutôt là pour se faire charger et taper en retour. Donc concrètement c'est plutôt une liste attentiste. Vous prenez la table avec vos Gorgones, vous occupez un peu le reste de la table avec les Talos en menace d'Overwatch et en menace de contre-attaque, les Chronos pour ramener vos figurines sans trop perdre de pions de souffrance, et puis en contre-attaque, Archonte et l'élite pour aller taper dans ce qui vous a chargé, reprendre les objets derrière, pendant que les Talos se mettent à la place des Gorgones qui se sont fait tuer, etc., etc. Donc vous jouez en attente, vous prenez la table le plus vite possible, et ensuite vous attendez que l'adversaire attaque, et vous le tapez à chaque fois qu'il essaie d'aller sur vous, et puis vous espérez que vous allez tanker assez. C'est pas un détachement que je trouve merveilleux, personnellement. J'adore les figurines, j'adore l'assemblée de coterie,
Les règles m'excitent pas plus que ça, je pense pas qu'il y ait énormément de jeux dans ce truc, c'est un stat check sur des figurines pas assez solides, je sais pas si ça fonctionne, mais bon, ça se teste. Le détachement suivant, c'est Spectacle of Spite, c'est le détachement des Cérastes. Donc on va prendre l'élite des Cérastes dans un Rider, ça y a pas de débat, hein, c'est votre unité qui va taper le plus fort dans ce détachement, quelle que soit la drogue que vous choisissez de donner, enfin le drogue de combat que vous choisissez de donner à vos unités, et bien vous bougerez plus, ou vous taperez à 2+, avec les Cérastes, ou vous aurez en Ducat si vous en avez besoin, ou alors vous taperez en force 5 du coup dans ce pack avec un pion de souffrance de l'élite, ou alors vous aurez plus une attaque, bref, vous avez de quoi faire un peu partout. On va prendre aussi une succube 10 Cérastes dans un Rider avec l'amélioration Chrono Shard. Le Chrono Shard, c'est une amélioration qui vous donne combat en premier une fois par bataille. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire foncer ce Rider, le mettre sur un objectif, débarquer vos Cérastes quand vous en avez envie, et vous les laissez là. Vous les laissez en mode, viens me chercher. Si l'adversaire veut vous tirer dessus, il va s'exposer en essayant de s'approcher à toutes les charges du reste de votre armée, donc c'est suicidaire. Et s'il veut vous charger, eh bien vous tapez en premier avec une succube et 10 Cérastes. C'est quand même pas ridicule, ça peut faire beaucoup de dégâts. Il y a plein d'unités qui n'aimeront pas se prendre ça dans la tronche. Et ensuite, vous utilisez le Rider pour faire des secondaires ou écranter. Un autre pack, Succube, 10 Cérastes et Raider, cette fois avec l'amélioration du Periapt. Le Periapt, ça vous donne l'anti-Overwatch, donc le fait de ne pas pouvoir être ciblé par le tir en état d'alerte, jamais sur ce pack. Donc ça, c'est le pack que vous envoyez direct dans la tronche de l'adversaire, soit pour faire du blocage de mouvement, soit pour lui engager une unité dès le tour 1, avec débarquement à 6, bouge à 8, advance relançable, charge relançable, et puis voilà, enfin charge relançable et avancée charge du coup. Vous choisissez si vous relancez l'avance ou la charge au tour 1, vous aurez qu'un pion de souffrance. Mais vous envoyez tout ce que vous pouvez comme ça, et puis vous essayez de bloquer l'adversaire chez lui, une unité critique chez lui. Il va vous tuer, mais s'il vous tue pas en retour au corps à corps, et il est coincé, et il fait un test de fuite désespéré pour chaque figurine, et il perd encore plus de trucs, donc ça peut être potentiellement très pénible si l'adversaire ne s'est pas bien protégé de ce genre d'Alpha Strike. Et vous avez encore un pack de Cérastes avec une succube, qui cette fois a l'amélioration Morgana's Curse, qui a priori coûte 20 points ici, le Periapt c'est 25 et le Chrono Shard c'est 15 points, donc Morgana's Curse à 20 points, ça vous donne plus 1 dégât, et je crois que c'est plus 1 PA sur les armes de la succube, ce qui fait que la succube passe dégâts 2, et là, quand on a cette attaque en touche soutenue, précision, anti-infanterie 3+, dégâts 2, PA-3, je crois, de mémoire, avec cette amélioration, ça défonce et ça relance les touches et les blessures contre des unités personnages, juste la succube elle-même, ça déboîte un perso en précision, et ça c'est très très bien, c'est votre sniper. Et c'est pour ça que c'est dans un Venom, vous l'envoyez avec 5 Cérastes, plutôt pour tuer des personnages, et puis les 5 autres Cérastes, vous les laissez sur votre objectif chez vous pour le tenir. On rajoute 10 Gorgones avec toutes les armes spé pour tenir des objectifs, avoir un petit peu de tir si vous avez envie, vous pouvez aussi les mettre en full corps à corps si vous préférez, ils seront pas affectés par la règle d'armée, mais ils tiennent correctement un objectif quelque part sur la table, pour remettre 20 dossés sur un objectif que l'adversaire vous aurait pris en éclatant votre pack de Cérastes Fight First ou un truc comme ça, et vous mettez les Gorgones juste derrière. 2 packs de 10 Hélions en contre-attaque, vous avez votre missile avec le Periapt, vous avez aussi les Hélions qui seront vos autres unités très mobiles d'attaque sur les flancs ou de contre-attaque si vous préférez laisser l'adversaire s'approcher. 2 Reverse, donc ça c'est les motos qui bénéficient du coup des bonus de détachement et des stratagèmes qui seront vos unités de contre pour mettre 6 dossés sur un objectif, l'empêcher l'adversaire de scorer vos secondaires, etc. 5 Mandragore pour les secondaires, 1 Chrono sans le siphon pour récupérer vos pions de souffrance, et 2 packs de fléaux à armes lourdes équipés comme vous voulez, en lance ou en anti-véhicule avec Haywire, pour évidemment dégommer les trucs lourds parce que le reste de votre armée n'est pas efficace contre les véhicules et les monstres. C'est une liste qui clairement va lutter contre des trucs comme des chevaliers, qui va lutter contre des unités, enfin des armées avec beaucoup de tanks, beaucoup de gros monstres, des endus élevés, parce que voilà, si c'est pas de l'infanterie, vous n'êtes pas très bon contre, mais par contre c'est une unité qui peut prendre la table de manière très forte, très rapide, mettre beaucoup de pression, et en fait, l'adversaire peut pas vraiment se désengager de vos unités qui vous ont chargé dessus parce que il perd des figurines gratos. Donc vous lui mettez un tarif, même si vous rebondissez un peu, il a probablement plutôt envie de se désengager et de vous tirer dessus, et s'il se désengage, il perd encore des figurines, donc vous augmentez de la létalité un peu artificiellement de vos unités. À voir sur la table, ça c'est une liste que je testerais bien moi-même si jamais j'avais assez de Cérastes et de Hélions, j'en ai pas assez, mais ça se teste, je pense que ça peut être rigolo. Et on va terminer avec le cartel Cabalite, donc là on va commencer avec un Archonte qui a l'amélioration Leechbite Plate et qui va prendre 10 guerriers des Cabales aussi. Cet Archonte va rester chez nous avec ses Cabalites et tanker
Vous pouvez éventuellement prendre un des Venom que j'ai mis en dessous et l'utiliser pour couper cette unité en deux, pour ne laisser que l'Archonte et 5 Cabalites à fusil éclateur de base sur votre objet, et les 5 autres Cabalites dans le Venom pour avoir les armes spéciales qui débarquent et qui tirent. Ça fait beaucoup, 200 points pour tenir votre objet. Maintenant, c'est un détachement. Vous êtes obligé d'avoir votre seigneur de guerre caché. Si vous perdez votre seigneur de guerre, vous ne pouvez plus faire de nouveaux contrats. Pour un PC, le stratagème doit s'utiliser sur votre Archonte seigneur de guerre. Donc vous devez le protéger. Donc vous lui mettez le Lich Bite Plate qui coûte 5 points, qui lui donne une save à 3 et la capacité de regagner tous ses PV à votre phase de co pour un pion de souffrance. Et vous le mettez avec des Cabalites pour tenir l'objectif. Si vous voulez couper les Cabalites en deux, vous le faites. Si vous voulez tenter de laisser votre Archonte tout seul sur votre objectif maison sans personne, en espérant que personne le snipe, vous pouvez essayer ça, mais il va pas écranter très bien et il va probablement se faire défoncer assez vite. Donc, moi j'aurais tendance à le laisser avec au moins 5 Cabalites pour avoir un mini tampon. Ensuite, un deuxième Archonte avec 5 incubes dans un Venom, avec l'amélioration Informant Network qui vaut 30 points, qui vous permet d'infiltrer 3 unités de Cabalites et de main de l'Archonte. Donc là, dans cette liste, on ne va en infiltrer que 2, une unité de Cabalites et une unité de main de l'Archonte. Bon, c'est aussi une unité de menace avec les 5 incubes. Vous allez bénéficier de touches soutenues contre l'infanterie ou les montées, ou de touches fatales contre les monstres ou les véhicules, en fonction du contrat que vous avez choisi. Avec l'Archonte qui vous donne la relance des touches, ça fait des incubes qui tapent très bien. Et donc dans un Venom, ça leur donne une belle portée de menace en plus, et si vous avez tué, ou si vous n'avez pas tué ce sur quoi vous avez chargé, vous réembarquez dans le Venom, parce que pour l'instant, tel que c'est écrit, on peut le faire. On a ensuite un autre Archonte avec 10 incubes, ceux-là, ils n'ont pas de transport, parce qu'ils ont l'amélioration Webway Owl, donc c'est le châle de la toile, je pense, un truc comme ça. Ça vaut a priori 25 points, et ça lui donne la frappe en profondeur et arrivée précipitée pour 0 PC. Donc c'est un pack qui arrive pendant le tour adverse, à portée de charge, pour vous, à portée de charge à votre prochain tour, donc vous mettez à 13 pouces de quelque chose bien caché pour qu'on ne vous tire pas dessus, et vous faites une belle charge à votre prochain tour pour exploser la tronche de l'adversaire, ou alors vous arrivez en arrivée précipitée à côté d'une unité que l'adversaire voulait charger, et vous faites une intervention héroïque pour 0 PC avec l'Archonte et son aptitude de faire un truc à -1 PC. Et comme ça, vous avez soudainement un Archonte et 10 incubes au corps à corps sur l'ennemi. Il peut vous taper les incubes d'abord potentiellement, mais s'il le fait pas, il se fait déboîter. Donc ça fait des belles menaces et des bonnes astuces qui fonctionnent bien. On a ensuite Lady Malice, 5 incubes dans un Venom. Là, c'est toujours la même utilisation. On utilise le Venom pour les débarquer en milieu de table et faire le Vect et avoir une portée de menace. Et ensuite, le Venom, vous l'utilisez pour vous barrer à droite à gauche, vous planquer dans un coin, faire des secondaires, etc. Et puis ça vous permet éventuellement de réembarquer Lady Malice. À la fin, vous pouvez toujours la débarquer à votre phase là où elle n'est pas visible. À la fin de la phase de combat adverse, vous la réembarquez pour pouvoir la bouger rapidement à un autre endroit, remettre votre Vect là où vous en avez besoin. À la fin de la phase ennemie, réembarquer, etc., etc. Alors ici, moi je testerais bien Drazar en solo, parce qu'en fait, concrètement, son plus 1 pour blesser, ça marche sur lui, sa relance ne marche que quand il tape, ne marche que sur ses attaques à lui, quand il tape des trucs abîmés ou en dessous de leur demi-force, et au final, il a un profil de dégâts qui est quand même assez violent. Donc un petit Drazar à 90 points, ça bouge bien, ça se cache très bien derrière un petit mur là où on le voit pas. Alors si l'armée a du tir indirect, évidemment vous ne faites pas ça, mais s'il n'y a pas de tir indirect, en fait on peut très bien l'utiliser comme une pièce à secondaire, mais qui menace aussi très fortement. Alors attention, il n'est pas agent solitaire, hein. Si l'ennemi prend une ligne de vue dessus, il le défonce, donc le sacrifiez pas bêtement, mais en seconde menace additionnelle, en fait l'adversaire le sous-estime parce que c'est une seule figurine, et en général sur la table, une figurine petite d'infanterie comme ça, ça fait pas très peur. Sauf que Drazar au corps à corps, il fait mal, même quand il est tout seul, il a pas besoin des incubes pour taper fort, il a déjà blessure dévastatrice à lui tout seul, donc ça se joue probablement très bien en fait en solo et en missile, et je pense que ça se teste en cartel Cabalite puisqu'il est mercenaire, et donc il a bien les aptitudes des contrats. Donc vous pouvez lui donner touche fatale ou touche soutenue, avec en plus le plus 1 pour blesser pour un pion de souffrance, il est très efficace. Ensuite, 10 Cabalites que vous allez infiltrer sur la table, en cordon, prêt à empêcher l'adversaire de scouter près de chez vous, prêt à prendre un objectif, prêt à bloquer le mouvement adverse. Idem avec la main de l'Archonte, infiltré, et comme ça vous êtes en infiltration plus scout 7, ce qui vous permet de vous assurer d'aller sur l'objectif que vous voulez, et d'obliger l'adversaire à vous dégommer toute votre unité, parce que sinon vous mettez 3 dossés par figurine sur cet objet, ce qui fait que vous pouvez potentiellement avoir un jeu très agressif, et vous mettre, si vous avez le premier tour, vous vous infiltrez pas très loin de la zone de déploiement adverse, vous scoutez le plus près de leur objectif d'expansion possible, avec votre premier mouvement, vous vous mettez dessus,
Et bah, l'adversaire maintenant a 30 dossés à dégager de cet objectif. Alors il pourra peut-être amener toute son armée à portée de ça, mais il va être obligé d'exposer énormément de choses pour dégommer cette unité, et bah, vous ensuite vous contre-attaquez derrière. Ça peut être une manière très agressive de jouer qui peut être intéressante. 2 packs de fléaux armes lourdes qui sont aussi mercenaires et donc bénéficient des avantages des contrats. Là encore, vous les jouez comme vous voulez, soit en Haywire, soit en lance, soit l'un soit l'autre, soit les deux pareil. Un ravageur qui est mercenaire aussi et qui profite, qui est cabalite pardon, et qui profite du coup des bonus du détachement en full lance des ténèbres. 2 packs de fléaux à carabine. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin des mandragores dans ce détachement, vous avez déjà 2 unités infiltrées, et les fléaux rempliront très bien le rôle de frappe en profondeur, sauf qu'en plus, eux aussi potentiellement ont touche fatale. Donc vous pouvez très bien vous amuser à balancer 15 tirs en touche fatale sur un véhicule ou un truc. Vous lui ferez probablement pas de PV parce que vous êtes PA 0, mais derrière le reste de votre armée a touche fatale et plus 1 PA sur ce véhicule ou ce monstre que vous aurez ciblé. Donc ça se discute, ça sera efficace dans ce détachement, probablement plus que les mandragores. Les mandragores ont aussi le mot-clé mercenaire, donc vous pouvez très bien les ajouter dans le détachement, elles fonctionneront aussi très bien. Mais là je pense que ça vaut le coup de tester les fléaux avec 2 packs en frappe en profondeur à 6, ça peut être vraiment pénible pour que l'adversaire soit obligé de rester chez lui, d'écranter correctement, et du coup de ne pas prendre de ligne de vue sur le reste de votre liste. Et ensuite, 2 Chronos, pour récupérer des pions de souffrance. C'est une liste qui va être très consommatrice de pions de souffrance. Vous avez plein d'archontes qui vont vouloir donner des relances à leurs unités. Vous avez la frappe en profondeur à 6 des fléaux à payer. Donc ça va rien que ça va vous coûter 2 pions de souffrance sur la partie. Vous avez le ravageur qui a besoin de pions de souffrance, les fléaux qui ont besoin de pions de souffrance, les cabalites pour relancer les blesses, ils en ont besoin, Drazar pour le plus 1 pour blesser. Donc là, vous avez plein de petites unités séparées qui auront besoin des pions de souffrance. C'est une armée qui, je pense, peut faire très très mal. Les 2 packs de 5 incubes avec Archonte, plus le pack de 10 incubes avec Archonte peuvent à mon avis être ultra violents en contre-attaque. Drazar tout seul, je pense, peut vraiment faire des malheurs. La main de l'Archonte peut être une vraie souffrance à gérer en début de tour pour certaines armées. Et puis avec les fléaux, le ravageur, vous avez de quoi gérer les véhicules. Et les Chronos, faire des secondaires sans problème. Les fléaux, faire des secondaires sans problème. Drazar, quand il attaque pas, il peut faire des secondaires. Donc je pense que c'est une liste qui est assez polyvalente. À voir maintenant si sur table ça fonctionne. Parce que les stratagèmes sont pas mauvais, mais c'est pas forcément le meilleur détachement du codex à mon sens. Donc voilà, ce sont des idées de listes. Ça veut pas dire que ce sont les meilleures listes possibles, probablement pas même d'ailleurs. Ce sont juste des idées que j'ai eues en travaillant sur la base un peu de ma collection, mais aussi de ce qui, à mon avis, peut fonctionner. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de liste, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour voir un peu ce que ça fait. Et puis voilà, ça reste compliqué de construire des listes quand les applis sont pas encore à jour, évidemment. C'est jamais très pratique. Mais voilà, ça va être intéressant à tester. Donc moi, ça va être mon gros focus là sur les prochaines semaines. Tester ce codex, tester plein de listes dans plein de détachements et voir ce que ça fait. Bon, ça sera tout pour moi pour cette tier list des unités et idées de liste pour les Drukhari. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'ai le petit partenariat MyHobbyPlace. Si vous achetez chez eux, vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer. Vous payez vous un peu moins cher que sur le site de Games, mais en plus vous me reversez une petite commission sur vos achats, ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir utilisé ce lien et merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao.